Courir un marathon en 2h26 minutes et 56 secondes, ce serait le rêve de pas mal de coureurs. Pour les amateurs de chiffres, c'est du 3 minutes 29 par kilomètre, 17,2 km/h pendant 42 km. Oui, c'est déjà impressionnant. Maintenant, si je vous disais que cette performance a été réalisée par un bonhomme de 58 ans, ça remet tout de suite les choses en perspective. Et si vous avez du mal à y croire, rassurez-vous, moi aussi. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Mohamed El Yamani pendant une bonne heure et demie. On a pu confronter un peu nos philosophies d'entraînement, qui ont d'ailleurs pas mal de points communs. Et si comme moi, vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur les techniques d'entraînement de celui qui détient tous les records de France du 1500 mètres au marathon dans sa catégorie d'âge, dans ce cas-là, restez avec moi parce qu'il y a du très lourd. Pour vraiment se rendre compte de l'ampleur d'un 2h26 à 58 ans, il faut se rendre sur Base Athlée. Vous savez que j'adore aller sur Base Athlée et regarder un peu le classement 2021 des Français sur marathon. Et là, on y trouve Mohamed, non seulement en première page, mais à la 53e place du classement général sur 35 000 perfs enregistrés sur l'année. Par curiosité, j'ai cherché la deuxième meilleure perf au marathon d'un gars qui serait lui aussi né dans les années 60 et j'ai trouvé Pierre Senac à la 273e position avec un chrono de 2h38, soit 12 minutes moins rapide et pourtant c'est déjà exceptionnel. Avant de plonger dans son entraînement, voici un petit récap de ses meilleurs chronos de ces 5 dernières années. Ça devrait mettre tout le monde d'accord. 2h26 au marathon, 1h10 au semi, 32,05 au 10, 15,31 au 5, 9,03 au 3000 et 4,20 au 1500. J'ai sélectionné que ses records courus après 53 ans. Depuis le début de sa carrière, il a couru plus de 30 marathons. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que son profil est plutôt équilibré. Toutes distances confondues, sa meilleure performance reste son marathon en 2h26, ce qui démontre que son entraînement est probablement optimisé pour le long. Avant de devenir un modèle pour de nombreux coureurs, le gars a commencé la course autour de 30 ans en étant lui-même inspiré par un coureur vétéran. Je pense à un lundi ou un mardi du mois d'octobre 1994. Je prends mon journal, mon quotidien le matin. Je commence à lire dans le métro en allant au travail. Et en fond de page, je tombe sur un article d'un portrait d'une personne de 60-62 ans qui avait fait tous les 20 km de Paris. Je me suis dit, waouh, un gars de 62 ans qui court 20 km, ça m'a touché. Et une semaine après, je me rendais à un séminaire à la faculté de Saint-Denis et je tombe sur une publicité. Semi-marathon du Grand Stade. C'était le Stade de France qui était encore un chantier. Il n'avait pas encore le nom. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, si le gars de 62 ans, il a réussi à courir un 20 km, je serais capable de courir un semi. J'avais jamais couru. Jamais fait de sport d'une manière régulière, pas de sport du tout. Et je me suis acheté des chaussures et j'ai commencé à courir pendant 2 semaines, 2 fois, 3 fois. J'ai du coup 3, 4 fois en tout sur les 2 semaines. Je me suis inscrit, je me suis lancé dans cette course. D'ailleurs, il y avait le semi, il y avait le 10 km. J'ai choisi le semi. Par rapport à la personne de 62 ans, c'était un défi pour moi. Avant ça, Mohamed ne faisait pas vraiment de sport et durant ses premières années, il se blessait tout le temps. Bon, en 94, le gars court quand même 1h19,45 sur son premier semi. Donc clairement, il avait de bonnes prédispositions en course à pied, ça c'est acquis. 6 ans après la chute du mur de Berlin, oui, on en est là. En 95, il fait son premier marathon en 2h34, mais c'est un peu un chien fou. Je me souviens très bien, mon premier kilomètre dans un marathon, 3,05. À cette époque, il s'entraîne dans un groupe, il a un coach, il prend part à beaucoup de compétitions et passe la moitié de la saison sur le banc des remplaçants. Trop rapide dans les footings, trop intense à l'entraînement, la course à pied ne pardonne pas. 7 ans plus tard, il court le marathon de Berlin en 2h22, il a 38 ans. Et à peine 12 mois plus tard, il quitte son club Boulogne-Billancourt ACBD pour se coacher lui-même. Ça, c'était pour le petit historique. Avant d'analyser sa prépa marathon de 2021, petit détour sur une philosophie d'entraînement assez en marge des standards français. Déjà parce que Mohamed, il a une philosophie basée sur le volume, beaucoup de volume, et vous le savez si vous le suivez sur Strava.
Déjà, pour préparer un marathon, je pense que le minimum, c'est 80 km. Minimum. Même 80 km, c'est un minimum acceptable. Et contrairement au tout VMA combiné à un volume hebdo pas très élevé auquel sont abonnés de nombreux Français, Mohamed, lui, il croit plutôt aux longs intervalles, au tempo, aussi au seuil, et il a un avis plutôt mitigé sur le travail de vitesse, surtout pour les marathoniens. Dans une préparation marathon, j'ai pratiquement supprimé la VMA courte. Les 300, les 400, les 500, j'en programme très peu, juste pour meubler. En fait, le principal avantage de courir moins de VMA, c'est que ça permet de cumuler plus de volume, car les deux sont très difficiles à faire en même temps. J'aurais presque envie de dire qu'ils sont opposés. Est-ce que vous avez déjà essayé de courir un 20 km facile le lendemain d'une séance de 10 ou 15 fois 400 où vous avez exagéré du genre pace 3000 ou pace 1500? Moi, je l'ai déjà fait et c'était pas incroyable comme sensation. Je réduis la vitesse, mais j'augmente le volume. Un autre pilier de sa philosophie, c'est le contrôle strict des allures à l'entraînement. Je me suis pas entraîné avec leur groupe, mais ça semble plutôt structuré comme ambiance. Je cite: Le respect des allures est indispensable. Vous le savez, c'est aussi un aspect central de mon approche, très inspiré des frères Ingebrigtsen, mais de plein d'autres coachs de haut niveau. Et c'est pour ça que j'ai dit souvent aux gars qui s'entraînent avec moi, l'entraînement, c'est pas de la compétition. Un rappel à l'ordre se fait tout de suite sur ta, je suis intransigeant. Un autre gros changement dans sa philosophie a été de courir tous ses jogs lentement, autour de 11-12 km/h, ce qui est assez facile, voire très facile pour un coureur de ce niveau-là. Je pense que le grand changement que j'ai opéré, c'était d'aménager des footings de récupération. Chose que je faisais pas à 11-12 km/h, mais jamais plus. Comme je vous le disais en début de vidéo, le 5 décembre 2021, Mohamed il a couru 2h26 au marathon de Valencia, la même course en fait où j'avais fait mon 2h19. J'ai analysé les 21 semaines menant à cette perf et vous allez voir, même si c'est parfois technique, j'ai appris pas mal de trucs. Déjà, avant de commencer sa prépa, il sortait de 8 jours complètement off, sans courir, ce qui est excellent pour repartir sur des niveaux de fatigue bas et perdre volontairement de la forme. C'est toujours la même idée, reculer pour mieux sauter, et ça, tous les bons coureurs le font. Niveau kilométrage, il a recommencé assez vite puisque sa première semaine est quand même à 90 km et globalement son volume fluctue entre 89 et 186 km au plus haut 5 semaines avant son marathon. Son volume hebdo moyen sur ces 21 semaines, c'est 117 km par semaine et le volume total cumulé 2449 km. Durant cette prépa qui a mené à Valencia, il a couru un total de 4 compétitions. Ce sont les barres noires que vous voyez. On a par exemple un semi-marathon à la semaine 10, couru en 1h12, où il a inscrit d'ailleurs la deuxième meilleure performance française de tous les temps. Semaine 13, il court un 5000 mètres en 15,32, record de France explosé et à 19 centièmes du record d'Europe. Et cette même semaine, il court le 20 km de Paris en 1,6,12 avec une meilleure performance mondiale de tous les temps, catégorie M55. Après ça, il se focus à 100% sur la prépa marathon sur les 8 semaines restantes. Niveau intensité, il y a de l'amplitude, de la variété, avec beaucoup de séances faciles, des jogs faciles, des jogs de récup, tout ça c'est en vert, mais il y a aussi des séances modérées comme des jogs actifs ou des petites séances de cotes genre 6 ou début 7. Et finalement on a pas mal de séances rouges aussi, des séances difficiles autour de cotes 7, 8, 8,5 sur 10. Ensuite voici à quoi ressemble une semaine type dans son groupe. Le mercredi c'est VMA longue, des intervalles entre 1000 mètres et 3000 mètres autour de l'allure 10 km, 15 km. Le samedi c'est une séance de seuil, allure semi, par exemple 2 x 5 km, 3 x 3 km, 3 x 4 km, etc. Et le dimanche, sortie longue spécifique marathon sur de la fatigue de la veille, par exemple 30 km, 10 kg à 3,50, 10 kg à 3,38, 10 kg à 3,26. J'ai une sortie longue de 3 semaines avant le marathon. On fait l'échauffement déjà. On part sur 30 km de tempo. On part avec un premier bloc de 10 km, généralement 3,50, 3,48. C'est enchaîné. Le deuxième bloc de 10 km, généralement 3,38. Et le dernier bloc, entre le 20e et le 30e, ça m'est arrivé de faire 34-18, ça veut dire enfin, 3,25, 3,26 sur le dernier 10 km. L'idée de faire 2 séances de qualité en 2 jours est, selon Mohamed, de travailler l'endurance musculaire des derniers kilomètres qui est propre au marathon. Aussi, une fois par semaine, le vendredi, il fait une petite séance de cotes, genre 5 x 20 secondes, 5 x 30 secondes, 5 x 20 secondes,
Pas trop pentu, genre une cote de 4 à 5% d'inclinaison, environ 3,20 par kilomètre. L'objectif, c'est de travailler la puissance musculaire que l'on a tendance à perdre avec l'âge. Les autres jours de la semaine, ce sont des jogs très faciles, voire très très faciles, souvent courus autour de 5 minutes par kilomètre, voire parfois plus lents, aussi lents que 5 minutes 45 quand il le faut. C'est un peu l'effort du jour. Ça lui arrive de doubler jusqu'à 3 fois par semaine quand il fait du gros volume. Et la plupart du temps, il prend le lundi off de course, sauf quand il a de grosses semaines. Ok, maintenant on va y aller une coche plus loin dans l'analyse. La répartition des allures, c'est une composante clé de l'entraînement. De la même façon qu'un bon cuisinier devra habilement doser les épices et le timing des ingrédients, un bon plan d'entraînement doit avoir un dosage parfait des intensités ainsi que le bon moment pour mettre tel ou tel entraînement. Pour analyser la répartition des allures, j'utilise le modèle en 3 zones qui semble être le standard en sciences de l'exercice, avec en zone 1 tout ce qui est plus lent que le premier seuil. Pour Mohamed, c'est autour de 3 minutes 40 par kilomètre. Sa zone 2, elle est délimitée par les deux seuils, donc entre 3,40 et 3,16 par kilomètre, donc des allures marathon, 30 km et semi. Et sa zone 3, tout ce qui est plus rapide que 3 minutes 16, soit les allures 15, 10, 5, 3, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que plus de 70% du temps, il suit une approche appelée HVLIT, qui consiste à courir beaucoup de volume en zone 1, modérément en zone 2 et assez peu en zone 3 en fait. Si vous avez regardé la vidéo de Marc-Antoine, le gars qui court 1h04 au semi, c'est pas mal la même approche qu'il utilisait. Donc Mohamed, il suit cette approche pendant 15 semaines. Sur les 21 semaines de sa prépa, j'ai compté, et peut-être sans le savoir, il suit les recommandations scientifiques en termes d'entraînement. Mais là où son entraînement est particulièrement bien construit, c'est qu'il va utiliser une autre approche à des moments clés de la saison, pour performer par exemple sur des distances plus courtes comme le 5 km ou même le semi. Cette autre approche, c'est l'approche polarisée, qui consiste à faire toujours beaucoup de zone 1, mais cette fois-ci avec plus de zone 3 que de zone 2. Donc, c'est l'inverse en fait. En d'autres mots, plus de pace 5, 10, 15 kg et un peu moins de pace semi et marathon. On voit très bien que cette approche, elle est utilisée aux semaines 7, 8, 9, 12 et 15, et même 20, où le travail en zone 3, c'est-à-dire les barres rouges, sont de taille égale ou supérieure au travail en zone 2, les barres oranges. Cette approche polarisée, elle est redoutable quand on l'utilise après une approche HVLIT, et elle permettrait d'optimiser les performances à l'approche de la compétition, notamment sur les distances un peu plus courtes. Une autre caractéristique de son entraînement, dont je vous parle souvent sur ma chaîne, c'est le volume, évidemment. C'est assez évident que c'est un des facteurs majeurs de performance, c'est démontré par la science et sur le terrain, que ce soit pour les coureurs d'ailleurs de 1500 mètres, de 5000 mètres, et c'est encore plus vrai pour les distances plus longues, du genre 10 km, semi-marathon et marathon. Sur marathon, le volume devient critique. On sait que la majorité des pros, ils enchaînent les semaines entre 150 et 200 km, avec certains qui dépassent largement cette moyenne pour se rendre à 240, 250 et même 300 km par semaine pour certains japonais. Finalement, je me suis penché sur sa gestion de course au marathon de Valencia. Chaque point représente 1 km. C'est intéressant parce que jusqu'au 20e kilomètre, globalement, il a accéléré. Puis jusqu'au 32e, 33e, son allure a pas mal diminué. Ça s'explique notamment par le vent. Si on compare à ma course, on retrouve une baisse similaire autour du 30e kilomètre à peu près. Puis il a réussi à finir quand même fort sur son dernier 8 km sans non plus dépasser son pic de vitesse qu'il avait atteint au 20e kilomètre. On a aussi beaucoup parlé de récupération. Je lui ai demandé les gros changements qu'il avait opérés et qui avaient fait en sorte qu'il ne se blesse quasiment plus. Sa réponse est intéressante car c'est selon moi une des raisons majeures du raz-de-marée de records qui s'est abattu à la fin de la période Covid, et il s'agit de moins compétitionner. Moi, c'est pratiquement depuis 2012, je ne me suis pas blessé. En 2012, il y a un changement radical dans mon approche et ma programmation de la saison. J'étais dans un club et on faisait beaucoup de compétitions. Il me faisait courir beaucoup. Enfin, je faisais jusqu'à 23-25 compétitions dans l'année. J'étais blessé de 2010 à 2011 jusqu'à la mi-2012. J'étais blessé tout le temps. J'ai fait 2 fractures de fatigue du bassin, plus le tendon, blessure sur blessure. Et j'ai changé complètement. Je me fixais 2 objectifs dans l'année. 2 marathons. Ça m'est arrivé de faire 2 courses dans l'année, 2 marathons. C'est vrai que les coureurs ont tendance à faire trop de courses. En tout cas, c'est mon avis. Je passe beaucoup de temps à convaincre mes athlètes d'en faire un peu moins ou de les faire plus en mode entraînement. C'est-à-dire
85-90%. Le problème des courses, c'est que ça oblige à réduire l'entraînement avant et après, ça casse le momentum, ça augmente les chances de faire des erreurs d'entraînement, genre trop pousser parce qu'il y a une course qui s'en vient, et ça crée une fatigue physique, mais aussi émotionnelle, parfois délétère pour la performance à venir. L'autre chose, c'est que Mohamed, il prend une pause entre ses saisons, genre 1 semaine de repos total après le marathon et pas de fractionné pendant 3 semaines. Reprise progressive, etc. Ça, on connaît. Peu de coureurs en sont capables et je pense que ça limite leur progression à long terme. Prenez l'exemple de Jimmy Gressier qui revient de 27 jours de repos total, il a pris 8 kilos et pourtant le mec, c'est quand même son métier. Niveau sommeil, Mohamed, il dort environ 7 heures par nuit, ce qui n'est pas énorme. Mais il faut garder en tête que la durée de sommeil a tendance à diminuer avec l'âge. Par contre, il n'hésite jamais à faire de sieste. Je n'hésite jamais à faire une sieste. Même de 20 minutes, un quart d'heure, je ferme les yeux et j'essaie de dormir. Niveau nutrition, il n'est pas carré, ou du moins il ne l'est plus, car il essaie de manger de tout. Enfin, quand j'ai commencé la course à pied, j'ai commencé à lire à droite et à gauche, j'ai lire des bouquins sur la nutrition. Je suis devenu un petit peu... Quand j'allais faire des courses, je prenais la boîte, je regardais la valeur nutritionnelle, qu'est-ce qu'il contient comme produit, comme sucre. C'était presque invivable. J'ai arrêté le coca, j'ai arrêté le beurre, j'ai arrêté plein de trucs. Et en 2001, j'étais au marathon de Berlin. J'étais dans le même hôtel, enfin avec l'élite. J'étais le même étage avec une japonaise qui était championne olympique à l'époque. Et le matin des petits déjeuners, je me suis retrouvé juste derrière elle, au buffet. Je commençais à regarder ce qu'il prenait comme plat, comme nourriture. Une omelette, des petits saucissons, tout ce que j'avais vanille. Je me suis dit, elle va exploser. Et la japonaise en question, c'était la première femme à courir en moins de 2h30. Moins 2h20. Elle a fait 2h10. 2h19, 45. Elle m'avait lâché vers le 32e kilomètre. Aí a passagem da japonesinha Naoko Takahashi. Vamos ver o tempo. 2:19, 42, 43, 44, 46, 2:19, 46. É um novo recorde mundial da japonesinha Naoko Takahashi, a primeira mulher a passar abaixo dos 2:20. Moi, je suis parti avec elle. Elle m'a lâché au 32e kilomètre. J'avais fait 2h22. C'était la première à courir en moins de 2h20. Et ce jour-là, moi, après le marathon, je rentre à l'hôtel, je prends ma douche, je descends pour déjeuner. La première chose que j'ai demandé, c'était un coca. Je bois pas du coca tous les jours, mais c'est un jour, par exemple, après une sortie longue, quand je rentre, j'ai envie d'un coca, je prends un coca, mais sans état d'âme, sans remords. Non, j'ai envie d'un coca, je prends un coca, j'ai envie d'une tablette de chocolat, je prends du chocolat, mais la notion de plaisir doit rester parce qu'on fait déjà un sport très exigeant. Si on se prive des choses qu'on considère comme des plaisirs, ça devient insupportable. En gros, comme beaucoup de coureurs, il est passé par une phase où il a surestimé l'importance de la qualité au détriment de la quantité et de l'envie, du plaisir, ce qui résonne pas mal avec mon expérience durant mes premières années de course à pied. Aussi, il fait 2 à 4 prises de sang par an en début et milieu de prépa. Ça lui a notamment permis de voir qu'il manquait parfois de fer et donc de se supplémenter. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous ne le faites pas déjà, notamment à ceux qui font beaucoup de volume et ou qui sont végétariens et même encore plus pour les femmes. Concernant la musculation, il n'en fait pas en tant que tel, pas non plus d'étirement. Mais il fait un peu de gainage de temps en temps, ce genre de truc. Ce qui m'a le plus frappé dans cette rencontre avec Mohamed, c'est cette ambivalence subtile entre un investissement colossal dans son sport, il fait énormément de volume, il met vraiment tous les moyens pour réussir, pour bien performer, etc. Mais d'un autre côté, il semble très détaché du résultat en tant que tel. Je parle d'un détachement émotionnel qui consiste à ne pas se sentir qu'on aurait moins de valeur si la performance n'était pas à la hauteur de nos attentes. Peut-être que je me trompe complètement parce que je le connais pas, mais c'est la sensation que j'ai eue. Et c'est drôle parce que cette posture un peu ambivalente, je la comprends et je tente de l'appliquer depuis plusieurs saisons. Elle m'a notamment permis de ne pas vivre une pression à la hauteur de mon investissement sur la ligne de départ du marathon de Valencia. Concrètement, en fait, je me sentais juste chanceux d'être arrivé au bout de ma prépa sans blessure et je voyais la course presque comme un bonus, un peu comme une cerise sur le gâteau ou le cadeau plutôt qu'un dû. C'est ce que j'appelle se détacher du résultat. Mettre 99% de son attention sur le plan, sur ce que j'en retire en tant qu'athlète, les apprentissages, toutes les leçons, etc. C'est-à-dire sur le comment plutôt que sur le « est-ce que je suis capable ? Est-ce que je vais arriver à courir 2:16 au marathon ?» Mon rêve, c'est de faire la meilleure performance mondiale
de ma catégorie sur marathon. 2h25,56. Je suis à 1 minute. Et le record date de 1986. Après, je pense que c'est important de rêver aussi. Ça réfère à ce que j'appelle les objectifs du cœur. Même si vous serez avec moi pour dire que un but sans plan, c'est qu'un rêve. Et cet extrait démontre que son attention à Mohamed, elle est davantage dirigée vers le processus, le chemin, plutôt que sur le résultat. Ce que j'aime dans le marathon, c'est plus la préparation du marathon. J'aime plus le chemin qui mène au marathon. Et surtout, dans le marathon, c'est le côté imprévisible. On ne sait jamais. C'est toujours un défi. Les marathons, j'en ai fait plus que 30 marathons. Donc, à chaque marathon, j'ai la trouille de mon premier marathon. Son but est avant tout de devenir un bon athlète sur tous les plans. Ce que j'aime bien dans la course à pied, c'est que c'est une discipline qui m'a appris à être toujours meilleur ou chercher à être meilleur. Et surtout, je n'ai jamais fait de mon âge un argument. Quand je suis sur la ligne de départ, ou je cours jamais pour être premier de ma catégorie. J'essaie toujours de courir pour être parmi, enfin, pas forcément le premier, mais au moins aller me battre avec les meilleurs, enfin, les gens de mon niveau. Tout ça mêlé à une bonne dose d'humilité, c'est-à-dire concéder que l'on a finalement assez peu de contrôle sur le résultat d'une certaine façon. Je peux simplement tout mettre en œuvre pour augmenter mes chances. Cette humilité, ça réduit d'après moi la pression négative et ça m'a personnellement aidé à faire de gros chronos, le cœur léger sur la ligne de départ. En fait, je suis arrivé à la course à pied par le pur hasard. C'est un hasard total. J'étais pas destiné à être un coureur, j'ai eu de la chance de le devenir. Et je suis convaincu que sa mentalité, de manière générale, explique pourquoi il ne se brûle pas mentalement et qu'il se blesse assez peu finalement. Là, j'ai toujours la même passion, peut-être la même fraîcheur que mes premières années de course à pied. Cet état d'esprit, il l'a probablement pas développé en 2 jours. Ça fait partie de la maturité sportive. Ça se développe seulement si vous le voulez vraiment. Et contrairement à votre niveau de forme, ça reste pour la vie et pour tout ce que vous ferez hors course. Le 4 décembre de cette année, Mohamed sera au départ du marathon de Valencia. J'y serai aussi. Il tentera de battre le record du monde de sa catégorie d'âge qui tient depuis 1986. C'est 2h25 actuellement le record. Pour ma part, je tenterai de courir 2h16. Si vous êtes intéressé à vous entraîner avec Mohamed, il a monté un club avec des amis à Paris depuis 2019, la team Langlaine, j'espère que je prononce bien. Pas mal de gars entre 2h25 et 2h38 au marathon. Je vous mets toutes les infos en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres dans ce style-là. En attendant, je vous souhaite une bonne course. Pas trop de bêtises avec les séances de VMA et on se dit à bientôt pour plus de vidéos parce que je sais j'en ai moins posté mais j'avais beaucoup de kilomètres à faire, pas mal de trucs à côté dans ma vie comme un doctorat et beaucoup de coaching aussi, fait que je vais essayer d'en faire plus. Maintenant j'ai un beau studio, fait qu'il n'y a plus d'excuses. À bientôt les coureurs, ciao.